Je vais commencer, c'est la règle et c'est une règle bien agréable, par remercier le Centre de la photographie et Madame Stopin pour un accueil vraiment très très chaleureux. Je pèse mes mots et je trouve que j'ai eu le temps de profiter 20-25 minutes pour visiter cette exposition. Elle est, et je pèse mes mots, et ce n'est pas de la flatterie, elle est remarquable. L'ouvrage d'ailleurs a l'air extrêmement intéressant de cet artiste qui, je crois, rend hommage et à la Sicile et à cette grande écrivaine. Alors, il va de soi que j'ai à peu près 1 heure, c'est ça, hein, pour vous parler de l'histoire de la Sicile. C'est plusieurs millénaires, donc c'est évidemment une gageure, c'est évidemment impossible, mais on va quand même essayer de le faire. Et je crois que la diapositive la plus importante, c'est celle-là. Parce que la Sicile, au-delà des préjugés. J'essaye souvent, je crois que mon rôle, après je ne parle plus de moi, c'est promis, c'est d'être un passeur entre la culture italienne, la culture française, et la culture française et la culture italienne. Nous sommes 2 sœurs latines. Oui, le général de Gaulle préférait le mot cousine parce que quelle est la sœur aînée? L'Italie, parce que c'est la mère évidemment, le berceau, Rome, mais la France, parce qu'elle était une plus grande puissance industrielle. Donc c'est finalement 2 pays qui sont proches mais qui ne se connaissent pas tant que ça et sur lesquels pèsent des préjugés. Et j'en viens à mon propos, les préjugés sur la Sicile, je dirais qu'ils sont de l'ordre de 3 principaux. Le premier, peut-être le plus, comment dirais-je, populaire, dans le mot, enfin, là en l'occurrence dans le mauvais sens du terme, c'est d'associer l'île à la mafia. Alors la mafia existe, c'est le prochain livre, hein, il est fini, et ça sera la mafia au-delà des préjugés. J'ai trouvé un filon, donc je l'exploite. Voilà, mais associer, alors la mafia existe effectivement, et le berceau de cette mafia, c'est la Sicile. Il ne s'agit pas bien sûr de tordre le bâton dans l'autre sens, ça n'aurait aucun sens. En revanche, expliquer, comme on le lit souvent, l'histoire de la Sicile, comme si la mafia existait, je suis sérieux, il y en a qui disent qu'elle existe depuis l'Antiquité. C'est évidemment une clé de lecture aberrante que l'historien ne peut que réfuter, la mafia naissant à peu près au milieu du XIXe siècle, sous sa forme moderne, qui est des antécédents, mais et en aucun cas, elle n'explique toute l'histoire de la Sicile, elle n'est pas une clé structurante, d'ailleurs pas plus depuis qu'elle est née. C'est un élément important. Mais quand on dit mafia, il faut aussi tout de suite penser à l'anti-mafia. Et l'anti-mafia, elle est d'abord le fait des Siciliens. Alors elle est le fait de l'État, elle est le fait de juges, elle est le fait de policiers, qui ne sont pas tous siciliens, mais les plus connus, les plus impliqués, les plus importants sont des Siciliens. C'est d'abord les Siciliens qui ont réussi, je crois, aujourd'hui à se délivrer en grande partie de la mafia. Donc il faut rendre hommage d'abord aux Siciliens et ne pas en faire simplement des victimes. Ça, c'est le premier trait. Donc je parle bien de la mafia dans mon livre, mais j'en parle, puisqu'il y a 20 chapitres, ben j'en parle au chapitre 18, au moment où je commence à parler du XIXe siècle. La deuxième clé plus littéraire, c'est qu'en fait, on a la chance, c'est pas forcément une chance pour l'historien, mais c'est une chance pour les lecteurs, de connaître la mafia à travers de grands écrivains. Alors Pirandello, peut-être, mais encore plus, en France, Tommaso de Lampedusa avec Le Guépard, en plus avec le film éponyme de Visconti, ça a été avec notre regretté Alain Delon, dans le rôle de Tancrède. Évidemment, ça a beaucoup marqué, et en particulier une phrase répétée à l'envi, d'une manière un peu acritique, « tout changer pour que rien ne change ». Alors ça fait très bien de dire ça, mais ça ne veut rien dire. Et c'est en plus mal lire le livre, puisque dans Le Guépard, dans le livre, hein, qui d'ailleurs c'est pas la même chronologie que dans le film, le prince prononce bien cette phrase, mais avec l'espoir que ça aille jusqu'à ses petits-enfants. C'est concrètement, sa famille garde le pouvoir, donc tout changer en apparence, mais pour garder la réalité du pouvoir, jusqu'aux petits-enfants. Mais il n'en fait pas une clé de lecture de l'histoire, et cette expression répétée à l'envi, alors elle est séduisante, hein, tout changer pour que rien ne change, mais en réalité, elle va totalement à l'encontre d'une Sicile qui a profondément connu le changement. L'autre grand écrivain, c'est Leonardo Sciascia. Et Leonardo Sciascia est extrêmement populaire en France. Tous ses livres sont traduits, tous ses livres existent en poche.
Et évidemment, il a eu une grande influence. Alors, c'est un personnage très important, qui, lui, a aussi présenté une histoire de la Sicile comme une sorte d'histoire figée, un peu pétrifiée. Je crois que si je parle là sous cette photo, ben, ça me l'évoque. C'est-à-dire, au fond, une histoire, cette lecture dans laquelle les Siciliens auraient connu des vagues de conquérants, qui auraient laissé dessus une sorte de patine, de surface, alors des beaux monuments, mais n'auraient pas entamé le cœur de ce qu'est la sicilianité ou la sicilianitude. Alors, c'est des mots qu'il emploie, enfin qu'on rend en français ainsi. Mais là encore, l'historien, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est où ce Sicilien qui n'a pas connu, qui aurait échappé? Il est quoi? Il est pétrifié, il est dans la nature. Et un grand historien catanais, et c'est une manière de rendre déjà hommage à Goliarda, Giuseppe Giarrizzo, que je n'ai pas eu la chance de connaître, on aurait pu se rencontrer, disait qu'il était contre cette histoire pétrifiée. Le Sicilien, le chercher, le Sicilien pur, authentique, il n'existe pas. Ici, il y a 3 jeunes Siciliens, Siciliennes et Siciliens. Voilà, c'est aussi des sangs mélangés, il n'y a pas un Sicilien pur, ça n'existe pas. Et puis le cinéma a aussi diffusé ça. Le cinéma est important. Les images, j'aurais pu prendre la photographie, mais j'ai pris le cinéma. Par exemple, deux grands films, les films de Rosi, Francesco Rosi, où la Sicile, c'est le lieu, souvent il met en scène d'ailleurs des films de Sciascia, des romans de Sciascia, c'est le lieu du pouvoir, le lieu de la corruption, le lieu où s'intrigue entre les différentes formes de pouvoir, pouvoir de l'Église, pouvoir de l'argent, pouvoir de la mafia, pouvoir d'une classe politique corrompue. Alors il faut le dire, oui, s'il y a eu des âges d'or, il y a eu aussi des âges de fer pour la Sicile, des périodes extrêmement tristes, comme dans les années 50, qui ont connu par exemple ce terrible sac de Palerme, ce saccage de Palerme, qui a été absolument terrible. Et puis, sur un autre bord, la Sicile d'Antonioni. Alors, Antonioni est quelqu'un du nord de l'Italie, c'est un Ferrare, mais qui nous présente une Sicile presque comme un lieu métaphysique. Vous savez, ce fameux film L'Avventura, où l'actrice Léa Massari disparaît. Et c'est une sorte de vision presque d'une Sicile, j'ai envie de dire, comme un lieu échappant à toute histoire, là encore. Donc, c'est pas si facile de faire une histoire de la Sicile. Et je voulais l'intituler Pour une histoire de la Sicile, comme un manifeste. Bon, l'éditeur décide in fine et a dit, faisons classique, Histoire de la Sicile. Mais en tous les cas, j'en ai gardé une chose importante de ce refus de ces 3 préjugés principaux, il y en a d'autres, mais c'est les principaux, c'est qu'il n'y a pas une clé de lecture de l'histoire de la Sicile qui nous permettrait de comprendre son histoire. C'est pour ça que j'ai divisé le livre en 20 chapitres qui peuvent se lire de manière autonome. Je l'ai un peu pensé comme un vade-mecum. Ce n'est pas un guide touristique, mais on peut lire si on s'intéresse à telle ou telle période, en rapport par exemple avec un voyage. On est plutôt dans la Sicile, le baroque, on peut lire les chapitres portant sur le XVIIe siècle, le terrible tremblement de terre et la reconstruction, parce qu'il n'y a pas un fil directeur. En revanche, à l'intérieur de chaque chapitre, il y a une clé de lecture que je vais essayer de rendre. Donc il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un déterminisme géographique, un déterminisme psychologique de la Sicile, un déterminisme politique. Non, il y a une histoire. Et la Sicile, elle appartient à différentes grandes ères de civilisation. On peut rapidement les énumérer. La Sicile grecque, alors on peut peut-être mettre un peu maintenant. Donc là, je vous mets le temple de Ségès. J'ai 4 photos, je les passerai. Donc elle appartient à ce qu'on appelle la koiné grecque, l'ensemble culturel grec, avec évidemment des chefs-d'œuvre extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a, avec la Grèce continentale, des œuvres, une civilisation extrême. Alors on parle c'est une colonie grecque, mais il faut évidemment se méfier de ce mot, qui d'ailleurs n'est pas un mot grec, mais un mot latin, qui n'a rien à voir avec le principe de colonisation. Ce sont des Grecs qui quittent leur ville pour fonder une autre ville. Et là, Ségeste, le temple de la Concorde à Agrigente, la vallée des temples, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, l'éphèbe de Mozia, alors je ne sais pas si vous voyez ici, on a l'impression qu'il a un vêtement de pluie, enfin un vêtement transparent. Cette statue avait beaucoup ému Goethe, qui disait, et je trouve que c'est intéressant,
On ne peut pas comprendre la Grèce sans passer par la Sicile. La Sicile est une clé pour comprendre la Grèce. Évidemment, lui, était la chose qui l'intéressait avant tout. Donc, c'est une terre grecque par excellence. Elle a quand même la chance d'entrer dans l'histoire mondiale grâce à quelques vers d'Homère. Pas mal. La mer couleur de vin, il y a d'ailleurs une très belle photo dans le livre lié à l'exposition qui nous montre cette mer qui ressemble seulement qui a une couleur de vin, la mer Méditerranée le soir, elle est presque violette. C'est évidemment là où se trouveraient peut-être les Cyclopes et tout. Alors, bon, vous savez, la géographie homérique, il ne faut pas s'attendre à suivre un guide très précis, mais en tous les cas, elle fait partie, elle entre dans la Sicile, dans la koiné grecque, dans la civilisation grecque, c'est pas rien. Et évidemment, là, elle est une terre importante. Je ne vais pas énumérer tous les grands personnages, mais quand même, Archimède y est, la poétesse Sappho, le philosophe Empédocle, dont il y a ici une citation. Archimède, je l'ai déjà dit. Et Platon, alors Platon, lui, il n'est pas sicilien, mais Platon fait le voyage, 3 voyages en Sicile. Faire un voyage à l'époque... c'est pas EasyJet, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est un voyage difficile, d'autant plus qu'il n'est pas si bien accueilli par Denis, le tyran, etc. Donc c'est aussi quelque chose. Ça veut dire que, on va dire concrètement, le ou un des plus grands intellectuels de la Grèce décide de se rendre 3 fois en Sicile. C'est bien que c'est une terre absolument centrale. Donc, au moment de la koiné grecque, elle est une terre centrale. Là, le théâtre de Syracuse. Et je termine par un des lieux les plus beaux, le théâtre grec de Taormine. Donc, premier espace dans lequel elle appartient. Et là, elle en est un espace absolument central. Puis, elle va faire partie de la civilisation romaine. Alors là, beaucoup d'historiens vont dire, ça y est, il y a un âge d'or, les Grecs, et on commence, c'est la décadence, elle a un rôle mineur. C'est une vision, là encore, extrêmement discutable. Première remarque que je voudrais faire, en 211, la ville de Syracuse est prise par les Romains. 211 avant notre ère. Hein. Les Romains découvrent la Grèce en faisant la conquête de Syracuse, puisqu'ils vont faire ensuite la conquête plus tardivement, proprement de la Grèce. Et vous savez que, selon la célèbre formule, ce sont les vainqueurs qui vont être vaincus, puisqu'en fait, ils vont adopter une grande partie de la civilisation grecque. Donc on voit là encore l'importance de la Sicile. Alors certes, après il y aura la Grèce continentale et d'autres espaces, mais c'est d'abord par la Sicile et peut-être par la ville la plus spectaculaire, une des plus belles villes grecques, c'est la ville de Syracuse, dont il reste encore beaucoup de témoignages, que les Romains vont faire la découverte de la Sicile. C'est la première province pour les Romains. Alors c'est vrai qu'elle n'est plus indépendante comme elle l'était, elle fait partie d'un ensemble qui la dépasse. Le cœur de la civilisation romaine, c'est Rome. C'est pas Agrigente, c'est pas Syracuse, c'est pas Palerme qui commence à naître doucement, c'est pas Catane. Mais elle a un rôle de périphérie, et c'est vrai qu'elle va de plus en plus avoir un rôle essentiellement économique. C'est un des greniers à blé de la... C'est pour ça, alors c'est pas là, c'est des jeux, hein, c'est sur la Villa Casale. Elle est comment dirais-je, une réserve, enfin une réserve, j'aime pas trop ce mot-là, elle est une zone de production, et en particulier du blé. Et donc c'est vrai qu'elle a un rôle essentiellement économique. Et elle a un rôle un petit peu ensuite, à la fin de l'Empire romain, c'est une province sénatoriale où les riches romains vont avoir des villas, comme ils en auront sur la côte amalfitaine, et où ils vont d'ailleurs se réfugier aussi face aux invasions barbares qui commencent à descendre du nord vers le sud. Alors la Sicile connaîtra, alors là je vous ai mis la Villa Casale, qui est en fait, la Villa Casale, j'ai choisi ça parce que, mais il faut savoir que elle dure sur plusieurs siècles. Donc on a des traces dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, mais il y a aussi des traces qui vont jusqu'au 7e, 8e siècle, parce qu'en fait c'est une grande
propriété, ce qu'on appelle une villa, c'est une grande propriété foncière. Donc là, il faut voir, il y a différentes strates, mais c'est ce que j'ai choisi parce qu'il reste très très peu de traces des Romains. Pour deux raisons. Un, tous les siècles, il y a un incident, un tremblement de terre en Sicile, donc qui fragilise. Et les constructions romaines, essentiellement, comme vous savez, la brique, n'ont pas résisté à ça. Donc on a très peu de traces romaines. Alors des fois, on vous les met en Sicile très en avant, et à moins d'être archéologue, on est toujours un peu déçu parce qu'on a quelque chose qui n'a rien à voir avec la beauté grecque ou plus tard baroque. Parce que justement, il n'y a pas de traces. Alors la Sicile connaît, troisième temps, une vague invasion barbare, c'est les Vandales, qui ne laissent pas vraiment de traces, mais la Sicile elle était dans la koiné grecque, elle était dans la civilisation romaine, elle reste, à la différence d'autres provinces de l'Occident, de l'Europe occidentale, elle reste dans le giron de la civilisation gréco-romaine, parce qu'elle est conquise par Byzance et entre autres par l'empereur Justinien qui, dans son rêve, voulait faire de la Sicile la base de la reconquête de l'Italie. Longtemps, cette période a été mal considérée, mal étudiée. Alors, c'est d'ailleurs assez amusant, un grand historien sicilien du 19e qui s'appelait Michele Amari, qui était un ami de Michelet, qui était venu d'ailleurs en France aussi, Amari, il s'était réfugié, disait c'est la Sibérie, la Sicile c'est la Sibérie de l'Empire. Alors vu le climat, bon là on pourrait s'interroger sur... voilà, alors je veux bien qu'il y ait eu un réchauffement climatique depuis, mais il voulait dire par là, c'est l'époque où vous savez la Sibérie, on envoyait les exilés, c'était une province un peu délaissée et un peu de l'Empire russe. Il entendait par là que c'était une province secondaire. En réalité, là, et c'est ça où il faut faire le travail d'historien. Alors moi, bien que je n'ai pas enquêté sur toutes les sources, mais j'ai été voir les livres récents, les ouvrages, et là, en particulier, il faut le dire, des chercheurs français, à l'époque qui étaient jeunes, quand le livre est sorti, ils le sont un peu moins, ont montré que c'était totalement faux, et en particulier que Byzance tenait absolument à garder. Et la Sicile reste dans le giron de Byzance pendant 3 siècles, ce qui n'est pas rien. Et en particulier, c'est une région économiquement développée puisqu'on y a une monnaie, le tarin, qui est une monnaie d'or, la dernière grande monnaie d'or, ce qu'un historien appelait le dollar de l'époque. Elle est en Sicile. Donc là encore, loin d'être une périphérie lointaine, sans importance, eh bien, elle est, comment dirais-je, elle est quelque chose d'important pour l'Empire byzantin. Et là, le dernier, un général qui la défend, le fameux général Bélisaire, qui défendra la Sicile. 827, c'est une rupture fondamentale. Koiné grecque, civilisation romaine, maintien dans la civilisation gréco-romaine avec Byzance. La rupture, elle change d'espace culturel, elle entre dans la grande Oumma musulmane à partir de 827. Alors la conquête de la Sicile par les Arabes et les Berbères, c'est en fait un processus long. Ce n'est pas en quelques semaines ou en quelques mois, c'est en fait des années, d'autant que la Sicile, il y a 3 grandes vallées, si vous la connaissez un peu, à l'est, le Val di Mazara, là, très islamisé, le Val di Noto, au sud, relativement, et le Val d'Emon, donc qui prendrait l'ouest, le nord-ouest, beaucoup moins, au point qu'il y a des régions à l'extrême pointe ouest de la Sicile, nord-ouest de la Sicile, nord-est, excusez-moi, de la Sicile. Mazara, c'est l'ouest, excusez-moi, et le Val d'Emon, c'est l'est, pardonnez-moi. Et bien, donc, il y a des zones qui vont rester chrétiennes quasiment tout le temps, en particulier dans des zones de montagne. Donc, une islamisation, j'emploie un terme un peu moderne, par des populations arabes, par des populations berbères, comment dirais-je, différenciées selon les espaces. Mais une conquête indéniable, là vous avez le siège de Messine par les Arabes, une représentation. Et là, si vous voulez, dans cette conquête, qui prend en gros plus de 100 ans, près de 150 ans,
évidemment, la Sicile va changer de statut, elle va passer dans un autre espace culturel, avec une autre religion, et il va y avoir des créations importantes, en particulier le palais de la Ziza. Alors là, il est en train d'être fait, je ne sais pas où ça en est, mais il y a eu d'énormes efforts pour le remettre en avant. Ziza, ça veut dire la resplendeur. Hein, la splendeur, si vous voulez, la resplendeur, c'est quelque chose qui resplendit. Et là, il va y avoir une civilisation très importante qui va se développer. Une civilisation où, en gros, il va y avoir une grande culture de l'eau. Alors, les Romains avaient déjà fait beaucoup de choses, hein, mais il faut vous imaginer cette... voilà, je vais vous donner ça. Voilà, alors aujourd'hui, ce n'est pas très très beau parce qu'il y a des immeubles, mais il faut vous imaginer avant un peu l'Alhambra. Voilà, ça devait ressembler à l'Alhambra. Vous imaginez, j'anticipe un tout petit peu, quand nos Normands vont arriver, ils vont être séduits. Hein. Ils vont être vraiment séduits par la beauté de ces endroits. Et donc, on a là le développement d'une civilisation arabe, musulmane importante. C'est une terre musulmane. Alors évidemment, là, il y a eu un débat historiographique entre ceux qui ont eu une vision très irénique des choses, c'est-à-dire c'est formidable, coexistence entre les trois grandes religions du livre, les juifs, les communautés juives, importantes, anciennes, qui remontent sans doute au IIIe siècle, les chrétiens et les musulmans. Puis il y en a eu d'autres qui ont dit au contraire, ça c'était quand même pas si tendre que ça. En réalité, en bon normand, je vais couper la poire en deux. Enfin, je ne suis pas normand d'origine, mais à force, hein, je suis devenu normand. C'est qu'on est à l'époque des croisades. Il n'y a pas de croisade. On a une forme de coexistence. Mais il est sûr que la religion dominante, c'est la religion musulmane, par rapport à la religion juive, minoritaire, et par rapport à la religion chrétienne. De même qu'après, c'est pas, vous en doutez, la situation va être inverse pour les musulmans qui vont devenir des sujets de second ordre, comme l'étaient, il faut bien le dire, les chrétiens. Mais voilà, on est quand même à une époque où on appelle aux croisades, ou au djihad de l'autre côté, et là, en réalité, on coexiste. Ce qui fait qu'il y a eu quand même une image extrêmement positive, et puis se développe une grande civilisation en particulier qui va laisser des traces artistiques et qui va laisser des artistes, les fameux artistes mozarabes, qui vont faire un peu là, justement, de la Sicile, là, quelque chose d'extraordinaire, la rencontre entre l'art du Nord, l'art clunisien, et d'une certaine manière, celui du Sud, et en particulier des artistes musulmans. L'autre grande rupture, c'est 1061, c'est le milieu du XIe siècle, c'est l'arrivée des Normands. Alors là, la Sicile qui était dans la koiné grecque, dans la civilisation romaine, dans le monde gréco-romain byzantin, puis qui était passée dans l'Oumma, la civilisation musulmane, repasse, je dirais, dans la civilisation entre guillemets occidentale, vous me comprenez, mais surtout avec les Normands découvre la féodalité. Avant les Normands, il n'y a pas de château en Sicile, pour vous dire quelque chose. Il n'y a pas de château en Sicile, et là, il va commencer à y avoir des châteaux. Alors là, ce n'est pas un exemple de château, donc ce n'est pas très bon pour illustrer, mais je pourrais vous mettre celui-là et je reviendrai en arrière. On peut revenir en arrière ou pas ? Non, c'est pas sûr. Voilà, le château des Ursins, Castello Ursino. Alors c'est un peu après les Normands, hein, Frédéric II, mais voilà, arrivent des châteaux. Avant, c'était la cité. Il y avait des cités, il n'y avait pas le château. Les Normands introduisent, alors j'essaye de revenir en arrière, mais... Ah bah oui, alors, je suis mauvaise langue. Les Normands introduisent la féodalité. Alors ils font la conquête de la Sicile assez rapidement, en une trentaine d'années, et là, il se passe 2-3 phénomènes extrêmement importants. Un, sur le plan artistique, la rencontre, je vous le disais auparavant, et je vous en montre quelques exemples, entre, je dirais, une culture arabe, et celui qui vient du Nord. Et là, vous en avez un très bel exemple avec l'église de la Martorana, le cloître de Montréal, qui est absolument extraordinaire.
La cathédrale de Montréal, alors c'est pas, je ne veux pas des choses sur l'histoire de l'art, je ne suis pas suffisamment compétent. Et là, bon, vous avez une stèle funéraire où, à la cour des rois normands, on parle, ou du moins des premiers rois normands, on parle couramment plusieurs langues. On parle le latin et puis une forme de français, sans doute avec des mots même normands. On parle le grec, pourquoi? Parce qu'il y a des sujets de langue grecque. On continue à dire la messe selon le rite orthodoxe. Il y a encore d'ailleurs, il y a ici quelqu'un de Piana degli Albanesi, mais c'est différent, il y a encore des gens d'origine grecque, Piana dei Greci, en Sicile. On y parle arabe parce qu'évidemment, il y a une grande partie de la population qui est restée. C'était leur terre. Il y a des très beaux textes de poètes qui disent c'est l'exil, on n'a pas envie de quitter cette terre. Il faut imaginer que les femmes dans les rues de Palerme devaient avoir du henné, y compris les Normandes. Il n'y a pas beaucoup de Normands, il y a plutôt des hommes. Mais voilà, il y a une influence. Et puis en judéo-arabe, alors c'est vrai que dans les derniers rois normands, le latin va l'emporter, il va y avoir une sorte de rétrécissement. Donc première chose importante, c'est cette rencontre. Regardez là bien sûr le magnifique palais des Normands. Bon, là on a quelque chose de très très beau. Je vous montre un peu la chapelle palatine. Et puis, on a une deuxième chose importante. C'est que c'est le deuxième âge d'or pour les Siciliens, après la Grèce. Pourquoi? Parce que la Sicile est à nouveau indépendante. Et surtout, pour la première fois de son histoire, il y a un roi. Elle n'a personne au-dessus d'elle. Du temps de la Grèce, c'était des cités, il n'y avait pas de structure au-dessus des cités, donc elle était indépendante. Au temps de Rome, elle n'était pas indépendante. Au-dessus, il y avait l'empereur, il y avait Rome. Bon. Au moment de Byzance, évidemment, il y avait Byzance. Au moment de la civilisation musulmane, il y avait Bagdad, il y avait d'autres villes, et en particulier les villes d'Afrique du Nord, qui, d'une certaine manière, dictaient un peu la loi pour la Sicile. Il y avait des invasions, je vous fais grâce des détails, et je vous invite à lire l'excellent livre sous vos yeux. Mais, plaisanterie à part, parce que là, si on rentre dans les détails, on va s'y perdre. Avec les Normands, c'est l'indépendance. C'est pour ça qu'il y a une mémoire si forte des Normands. C'est-à-dire, il n'y a pas la réciproque, étonnamment. Alors, on essaie de développer des liens, mais je pense que vous savez, mais c'est quand même quelque chose que même les Normands un peu oublient. Alors, les Normands, il n'y a pas, en fait, derrière les Normands, il n'y a pas que des Normands, hein, il faut être clair. Il y a sans doute un berceau qui est Pirou, avec la famille des Hauteville. La petite famille des Hauteville, c'est de la toute petite noblesse qui va devenir en Sicile les Altaville, qui est une des 4 principales familles de Sicile. Ça, on est dans les, c'est un peu comme, enfin, comment vous dire, un peu comme les Bourbons. Bon, ça, toute comparaison, ou les Valois, voilà, pour vous donner une idée de famille importante. Bon, historiquement, cette comparaison est bancale, mais c'est pour vous en montrer l'épaisseur de ça. Et évidemment, quand on est baron, et si vous vous rappelez, le prince se dit d'abord baron. Il est prince, certes, c'est très important, prince, mais baron, ça veut dire que vous avez un ancêtre normand. Et que vous avez été fait baron directement par le roi. Parce que ce roi que vous voyez ici, le roi Roger, couronné par le Christ dans la mosaïque de la Martorana à Palerme, c'est pas rien. C'est non seulement la Sicile qui devient une royauté indépendante, mais aussi se forme en Sicile quelque chose d'original qui n'est pas la pure féodalité qui existe dans le reste de l'Occident. C'est-à-dire qu'on a, il faut se méfier, j'ai peut-être été un peu excessif moi dans mon propos, peut-être qu'un collègue médiéviste nuancerait ce que je dis, mais on a déjà une amorce de ce que va être une royauté forte. Alors ce n'est pas l'absolutisme de Louis XIV, mais on a un roi qui soumet clairement sa noblesse, qui développe, qui a des fonctionnaires qui parlent grec pour les uns, qui parlent arabe pour les autres. Et la garde d'un roi normand peut être faite de soldats musulmans. Donc vous voyez, on a là un schéma. On a dans la cour des rois normands le seul harem qui existe en Occident. Les harems
Là, héritage. On a le seul endroit aussi de tissage, le fameux tiraz, où on tisse des fils d'or qui feront les magnifiques vêtements des princes et des rois siciliens. On a donc quelque chose, là, j'ai envie de dire, d'original, qui va se prolonger aussi par ces fameuses pupilles. Alors, je crois qu'il y en a une photo aussi, peut-être ici, voilà. Alors, il faut les imaginer, ils sont grands comme ça, hein, à peu près 1 mètre 20, 1 mètre 50. Si vous avez l'occasion d'aller à Palerme, il y a des spectacles. Alors, on comprend, hein, même si on ne sait pas trop italien. Alors, c'est assez compliqué, hein, parce que c'est un retour de chansons de gestes, il y a des personnages qui se télescopent, il y a Charlemagne, il y a Roland. C'est assez dur de s'orienter dans l'histoire, mais c'est toujours le bien représenté par le chevalier normand et le mal représenté par le vaincu, le chevalier musulman, même s'il peut être courageux dans la bataille, etc. Alors, là, c'est le normand. Non, là, c'est le normand et c'est le normand. Je vous invite à visiter ce musée. Et puis, on l'oublie, là, on parlait de Frédéric II, c'est un normand par sa mère. Et un Stauffen ou Hohenstaufen par son père. Et on pourrait dire que là encore, on a un personnage extraordinaire. Alors, on est toujours un peu dans la construction dont je vous ai parlé, dans cette espèce. Et là, on a un des personnages les plus. Frédéric II. Alors, Frédéric II, celui du. Pas le Frédéric II de l'ami de Voltaire, hein, bien sûr, hein, je n'ai pas fait un saut comme ça. On a là Frédéric II qui meurt en 1250, mais qui est le personnage, un des personnages centraux. Il est 3 fois excommunié. Il s'en remet. Il est qualifié d'antéchrist. C'est le principal adversaire du pape. C'est pas rien d'être là. Il faut comprendre, on est au Moyen-Âge. Hein. Même aujourd'hui, c'est pas facile d'être l'adversaire du pape. Mais là, imaginez l'époque. Alors, et c'est un personnage là qui va avoir une aura, une importance. Au point de vue de la civilisation, c'est à la cour de Frédéric II qui est un des berceaux de la langue italienne. On dit toujours Dante, Pétrarque, Boccace. Oui, bien sûr. Il ne faut pas aller toujours, comme on dit en italien, a rovescio, contre le courant. Mais la cour de Frédéric II, c'est aussi une des matrices de la langue moderne, enfin de la langue italienne. Que d'ailleurs les Italiens arrivent beaucoup plus facilement à lire que nous ne pouvons lire l'ancien français. Cet épisode se termine, alors bon, je vous fais grâce, et on va changer d'air. Alors si, moi qui suis angevin, enfin, mi-normand, mi-angevin, alors autant les Normands ont une très bonne réputation, autant les Angevins en Sicile, c'est moins joyeux parce qu'il y a les fameuses vêpres siciliennes. Vous avez peut-être en tête pour la musique. Voilà. Alors là, c'est un tableau du 19e. Qu'est-ce que c'est ces vêpres siciliennes ? Ben, en fait, par des successions, la Sicile arrive dans l'escarcelle des Angevins, des ducs d'Anjou, donc liés au roi de France. Et les vêpres siciliennes, donc en 1282, dans la nuit du 30 au 31 mars 1282, donc à l'heure des vêpres, eh bien, on n'a jamais vraiment su cet épisode, mais il semblerait que la soldatesque angevine, alors angevine, est-ce que c'est que des angevins, ils ne sont pas tous forcément angers, hein, mais vous voyez, les Français, se serait livré à une fouille très, très poussée d'une femme de la noblesse sicilienne. Et alors là, c'était la goutte d'eau qui aurait entraîné une révolte des Siciliens. Mais les vêpres siciliennes, au-delà de cet épisode dont on ne sait pas s'il est avéré, c'est l'idée d'un sursaut national. C'est-à-dire il s'agit de se libérer des occupants. Sauf que ces vêpres siciliennes, elles sont interprétées de plusieurs manières, parce que pour les uns, oui, c'est un sursaut, mais pour les autres, ils vont passer sous le contrôle. Alors là, je fais rapidement. Ils vont passer sous le contrôle. Et là, pour plusieurs siècles, on change donc de période, ils vont passer sous la domination aragonaise dans un premier temps, et ensuite espagnole. Et là, ça va durer longtemps. Et la Palerme que vous voyez, je vous ai choisi ici, la fameuse, les Quattro Canti, le cœur de Palerme, historique, hein, où il y a 4 coins, on ne les voit pas très bien à la photo, et pas formidable. Je vous en montre ici des détails.
voyez, hein, vous avez les représentations religieuses en haut, le roi et la sainte locale en bas. Bien là, vous avez une domination espagnole qui va durer près de 3 siècles et qui a mauvaise presse. Voilà, c'est plus du tout l'âge d'or, c'est la décadence, et vous allez avoir beaucoup d'écrivains. Alors par exemple, Dominique Fernandez va beaucoup se livrer à ça. Alors il a beaucoup de talent, Dominique Fernandez, mais voilà, pour l'historien, c'est embêtant parce qu'on doit dire, maître, vous vous trompez. C'est-à-dire, il va, par exemple, faire de la sieste que pratiquent les Siciliens, le succédané de la mort. Enfin, voilà, c'est une vision, je vais dire, littéraire, voilà, qui quelquefois peut un peu hérisser les poils de l'historien. Bon, les Siciliens, ils font la sieste parce qu'ils ont bien mangé, voilà. Voilà, les Siciliens, ils meurent comme les autres gens, ils font l'amour comme les autres gens, ils sont comme les autres gens, les Siciliens. Voilà, il n'y a pas une sorte de spécificité, mais alors le spagnolisme, ça viendrait très fort. Alors, justement, il y a une sorte de double approche de ces 3 siècles. À la fois, ça aurait beaucoup influencé, et de l'autre côté, ça n'aurait laissé qu'une trace superficielle. Ce qui est clair, c'est que là, évidemment, elle redevient une périphérie, la Sicile. Une périphérie d'un des plus grands empires qui existent. Puisque le soleil ne se couchait pas sur l'Empire espagnol. Donc là, le centre du pouvoir s'est décalé vers l'Escurial, vers Madrid, et ce n'est plus la Sicile dans laquelle règne un vice-roi. Mais voilà, on a un peu un système comme les Cortés espagnols, un peu, voilà. Mais il y a beaucoup d'importance, en particulier du point de vue artistique, et j'en voudrais pour preuve le fameux baroque de Noto. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'à Noto, en 1693, il y a un tremblement de terre terrible, doublé d'un tsunami en fait, puis avec plein de répliques. Donc des milliers de morts, 20 000 morts, et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre à la grande différence d'aujourd'hui, c'est que les morts, là, il y a beaucoup de morts encore aujourd'hui, mais après, il y a énormément de morts parce qu'il n'y a pas de soins. Donc les gens sont plus nourris, les gens meurent de leurs blessures, etc. Donc c'est un traumatisme très fort. Et pourtant, et là ça me semble quelque chose de... Je ne veux pas tomber dans le psychologisme puisque vous avez vu que je cherche à l'évacuer. C'est que cette Sicile espagnole qu'on présente, en particulier dans la littérature française, c'est pas privé, c'est l'Inquisition, c'est l'arriération économique, c'est l'arriération politique. Peut-être. C'est un peu plus compliqué. Mais en tous les cas, ce n'est pas l'arriération artistique. Parce que sur ce lieu même où a eu le drame, on reconstruit. Le lieu même. Alors évidemment, c'est pour nous extraordinaire, parce qu'on reconstruit tout à l'identique. Quand vous vous promenez à Noto, à Chicli, à Raguse, un peu à Syracuse, mais moins. Il me manque peut-être d'autres villes. Et bien sûr à Noto, j'ai oublié l'essentiel. Vous avez une unité architecturale parce que tout a été rasé. Donc tout, jusqu'au détail de la porte de serrure, la coupole, tout, le massif comme le détail, est unifié. Alors ça, Goethe, il n'aimait pas du tout. Hein. Il trouvait ça moche. Nous, aujourd'hui, c'est un des lieux touristiques importants. Il y a même des gens qui vont voir la Sicile baroque, c'est-à-dire la Sicile, que je ne me trompe pas, du sud-est. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Là où il y a eu lieu. Et là, vous voyez une réussite avec des artistes. Ça veut dire que faire ça, il y a un sursaut. Donc, vous voyez, présenter les Siciliens comme des fatalistes. On n'est pas fataliste si on reconstruit sur un lieu même, en très peu de temps, des chefs-d'œuvre. Alors, je vous montre aussi voilà, l'éruption du Vésuve à Catane. Catane est craint toujours. Et là, la cathédrale de Syracuse. Alors, qui a fait des réemprunts, c'est à la fois, on a réutilisé les comment dirais-je, j'ai mis le Vésuve, c'est l'Etna, oui, c'est l'Etna. Excusez-moi, j'étais en train de dire le Vésuve en Sicile, il y a eu des glissements tectoniques, c'est l'Etna, excusez-moi, c'est l'Etna. Voilà. En général, je vais vous faire une énorme faute que plein de petites fautes, donc là, je l'ai faite, voilà. Donc là, vous avez la fameuse cathédrale de Syracuse, où vous voyez, il y a la récupération de colonnes antiques. Là encore, le XVIIIe siècle, l'art de Serpota.
fameux stucs, les stucs de Serpotard, on ne les voit pas, ils ont fasciné Dominique Fernandez pour leur forme contorsionnée, ces petits personnages qui font pipi dans des fleurs, qui se tirent les oreilles, c'est très étonnant. Là, vous en avez, ils ont été très très bien remis en valeur à Palerme, parce que moi je me souviens quand j'y allais dans les années, fin des années 80, je ne veux pas trop me vieillir, on ne voyait pas ça, on allait demander à quelqu'un une clé, enfin, il y avait un côté un peu aventure, mais enfin là c'est totalement restauré, vous avez des oratorios absolument extraordinaires. Je montre encore quelques exemples, l'église San Domenico à Palerme. Et puis des choses plus étonnantes comme la Villa des Monstres à Bagheria, près de Palerme, où la légende raconte, peut-être pas la légende d'ailleurs, qu'un prince très riche ayant une fille difforme avait voulu construire pour lui montrer que la réalité, en fait, elle se regardait dans le miroir et en gros, il avait fait des sculptures grotesques, affreuses. On ne voit pas trop, là, je ne sais pas si j'ai fait un gros plan, non. Mais il avait voulu, comme ça, que sa fille ne voit que des personnages lui ressemblant. Alors ça, Goethe, quand il va visiter ça, là, c'est très fâché, parce que lui, Goethe, c'est l'entrée pour comprendre le monde antique, la Sicile. Donc ça, pour lui, contemporain. Il n'est pas contemporain, il est postérieur. Mais quand il va visiter ça, il n'aime pas. Là où aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui nous séduit. Et qui montre le baroque, le fameux baroque sicilien. Donc on aurait le baroque français et romain sobre, on aurait le baroque sicilien déjà beaucoup plus contourné pour finir dans le rococo allemand, à Munich par exemple. Voilà, une sorte de tradition. Alors, certains vont vous dire où est la pureté, mais la pureté dans l'art, ça n'existe pas. Donc on a une Sicile, vous le voyez, qui joue un rôle important. Alors j'avance, je contrôle le temps, je suis pour l'instant en retard, mais sous contrôle. Et nous sommes au XVIIIe, et au XVIIIe, c'est l'époque des Lumières. Et là encore, cassons un préjugé sur lequel, c'est un peu Chiacha qui écrit, les horloges se seraient arrêtées, alors il dit en 1788, donc ils auraient pu connaître les Lumières, mais voilà, la Sicile serait restée à l'écart de ce grand mouvement des Lumières. C'est faux. C'est faux. Il y a, comment dirais-je, non seulement des penseurs, des figures, mais des hommes politiques, comme le vice-roi Caracciolo ou le vice-roi Tanucci, qui sont des personnages nourris des Lumières. Alors c'est vrai que Caracciolo, pour les Siciliens, c'était un peu compliqué parce qu'il passe son temps à Paris, dans les salons, à rencontrer Diderot, Voltaire, etc. Et quand il va en Sicile, il écrit une lettre en disant « Je suis chez les barbares, qu'est-ce que Paris me manque ?» etc. Alors évidemment, mais en attendant, il applique et il fait des réformes importantes. Fin de l'Inquisition. Tanucci, c'est la naissance, on pourrait dire, d'une école laïque, d'État, en confisquant les biens des jésuites. En Sicile, donc on dit une terre misonéiste où tout change pour que rien ne change, ça a sacrément changé. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui avaient le pouvoir ont été détrônés, mais on a connu les Lumières. Et puis on arrive dans la dernière phase de l'histoire italienne. Koiné grec, civilisation romaine, civilisation gréco-romaine avec Byzance, Oumma musulmane, féodalité normande, féodalité particulière, grand passage où, c'est vrai, où elle devient un peu la Belle au bois dormant, un petit peu dans la longue domination aragonaise puis espagnole. C'est vrai qu'à part Charles Quint, il n'y a pas d'autre empereur qui se déplace. Charles Quint va une fois à Palerme, il y a une grande statue de Charles Quint à la place Bologne, on le voit comme ça, nous en sommes maîtres. Puis, je vous ai dit, c'est le mouvement des Lumières, elle participe. Et ensuite, elle est italienne. Et là encore, ça ne va pas de soi, on pourrait dire qu'elle est italienne. Ah non, combien de fois, je me souviens même, tenez, avoir présenté pas très loin d'ici à l'Omnia un film quand ils avaient remis le Guépard, ils avaient remasterisé le Guépard. Il y avait des gens d'origine sicilienne qui m'avaient dit « Ah non, on a été très maltraités ». Alors, ils pouvaient pas, bien sûr, ils reconnaissaient que la Sicile faisait partie de l'Italie, mais ce n'est pas une province du tout périphérique. J'en veux pour preuve que c'est à Marsala que débarque un certain Garibaldi. Alors, Garibaldi n'est pas du tout sicilien, Garibaldi c'est un niçois. Nice le revendique, il y a une grande statue et il y a un énorme monument qu'ils ont repoussé d'ailleurs pour faire passer une route et les gens disent que c'est la seule fois où Garibaldi a reculé. Bon, mais donc elle entre par la grande porte
dans l'histoire dans l'Italie. Et il faut bien dire qu'elle n'est pas du tout une province périphérique. Elle joue un rôle essentiel, au moins jusqu'à la Grande Guerre. Tenez, là, puisqu'il y a une exposition sur Sapienza Goliarda, en 1893-94, il y a un grand mouvement qu'on appelle le mouvement des faisceaux des ligues paysannes. Alors, fasci qui donnera fascio, qui, comme le mot ligue, évoluera plutôt de la gauche vers la droite et donnera le mot fascisme. Mais là, ça n'a rien à voir avec le fascisme. C'est le principal mouvement paysan d'Europe, au point qu'à la Deuxième Internationale, au congrès, je crois que c'est au congrès d'Amsterdam, on parle de la Sicile. Justement, en particulier dans la région de Catane. Et la famille de Sapienza Goliarda a joué un rôle, enfin pas là, elle, bien sûr, elle n'était pas née, mais ses ancêtres. Donc, la Sicile comme une terre arriérée, comme une terre de terroni, de bouseux. Hein, c'est ça, le terroni, c'est le bouseux, c'est d'attardés qui ne participeraient pas. Bien sûr, il y en a peut-être qui ont manqué la modernité, mais vous le voyez, elle joue son rôle, elle est importante, et même la mafia, d'une certaine manière, est une forme pathogène de modernité. Les mafieux, ils sont tous sauf bêtes pour faire de l'argent. Hein. C'est d'abord une machine à faire de l'argent, à faire du pouvoir et à faire de l'argent. Donc, cassons cette idée d'un or qui aurait pillé la Sicile. Alors, il y a des tensions, c'est certain, d'une Sicile piémontisée, complètement écrasée. Non, elle a participé à la modernité, et en particulier, une forme de modernité aussi qu'on a ici à Rouen, peut-être parmi vous, avez-vous des ancêtres siciliens, eh bien, il y a eu une grande vague d'immigration. Beaucoup de Siciliens, plus d'1 million, sont partis aux États-Unis, en Argentine. L'Argentine a failli être une langue a failli parler italien. Ça m'aurait arrangé, moi. C'est d'ailleurs, on dit que c'est l'espagnol le plus doux. Il y a une sonorité italienne. En France, bien sûr, ici, j'avais fait une petite étude au Circolo Italiano. La moitié des adhérents sont siciliens. L'autre sont du nord, du Trentin. C'est marrant. Hein. Bon, alors, voilà. Donc, il y a eu une vague d'immigration. Or, l'immigration, qu'est-ce que ça signifie ? On n'émigre pas si on n'a pas de ressort. Un émigré, il a du ressort. On le voit d'ailleurs aujourd'hui d'une manière, j'ai envie de dire, dramatique chaque jour. Ces gens qui se lancent dans des choses absolument terribles, ça veut dire qu'ils ont du ressort. Ce n'est pas le fatalisme. Cassons cette idée que les Siciliens sont des gens fatalistes. Il y en a. La littérature a cultivé ça. Ah, c'est vrai que par exemple, quand on lit Bassani ou d'autres qui vous racontent qu'il va à Milan, il prend une douche froide à 6 heures, et puis il retourne en Sicile, et puis il mange les pâtes, il retrouve la mamma, et le creux dans le canapé pour faire la sieste. Mais c'est de la littérature. Les Siciliens, ils ne passent pas leur temps à faire la sieste. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Je force un peu le trait, hein, par volonté, mais il y a ça. Et donc, au 19e, un développement, et j'en ai quelques preuves, même du point de vue artistique, le fameux style Liberty, ou Art Nouveau, qu'on trouve encore en Sicile. Malheureusement, dans les années 50, tout ça une grande partie a été détruite, le fameux sac de Palerme. Alors là, par contre, avec une classe politique corrompue jusqu'aux yeux, on ne dit pas jusqu'aux yeux, je sais plus, jusqu'aux os, oui, c'est ça, je ne sais pas pourquoi jusqu'aux yeux, jusqu'aux os, corrompue, travaillant avec la mafia pour saccager Palerme et construire des immeubles, etc. Voilà, c'est la mafia qui construit sa fortune encore sur l'immobilier. Elle le construira ensuite sur la drogue. Et malheureusement, une grande partie de cet art nouveau, de ce style Liberty a disparu, mais on en a quand même des beaux exemples avec le Grand Théâtre Massimo, qui maintenant a ouvert. On y voit des spectacles, c'est le plus grand d'Europe. Hein. Il va être très célèbre. Tenez, la scène finale du Parrain. Vous savez, où Al Pacino, c'est comme Munch, il y a un cri qu'on n'entend pas. Ben, c'est sûr, c'est joué dans le Massimo, et c'est sur les marches du Massimo. Et le Massimo, moi je l'ai connu, alors il appartenait aux pompiers, j'ai jamais bien compris. En fait, on ne jouait plus dedans. On ne jouait plus. La municipalité a repris ce théâtre, et maintenant c'est devenu, c'est pas la Scala, il ne faut pas non plus exagérer, c'est pas la Fenice, mais c'est devenu une scène lyrique importante. Voilà, il y a aussi cette dimension à tenir. Alors certes, c'est aussi la mafia, mais contrairement à ce qu'on peut croire, la mafia est combattue.
Elle n'est pas toute puissante. Là, c'est le premier maxi-procès. On est en 1901. Ils sont dans des cages. Ils sont très nombreux. Il y en aura évidemment d'autres par la suite. Alors, on arrive vers la fin de notre parcours. La Sicile, est-ce qu'elle est fasciste? Là, il y a plutôt l'idée que le fascisme aurait glissé sur la Sicile sans la marquer profondément. La vérité est un peu plus complexe, mais on ne peut pas faire de la Sicile une terre fascistissime, comme on dirait en utilisant un italianisme. Mais ceci dit, le fascisme a un double aspect. Un aspect à la fois de modernisation, il introduit des éléments qui n'existaient pas, il casse certaines structures, mais d'un autre côté, il renforce en même temps les structures sociales les plus puissantes. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on présente souvent, je n'ai pas une photo de lui, mais le préfet Mori, Cesare Mori, donc qui est un homme du Nord, qui est nommé et qui, lui, aurait abattu la mafia. On se rend compte aujourd'hui que dans les études, il n'a pas abattu la mafia. C'est vrai qu'il l'a perturbé, la mafia, il faut être honnête, mais il ne l'a pas, il n'y a pas mis fin, parce que pour y mettre fin, ça veut dire un combat de toute une société pour en attaquer les racines. Et puis, le deuxième XXe siècle et jusqu'à nos jours. Et j'essaye de respecter, il est 8 heures, je vais avoir un tout petit retard, mais pas trop. Bien, évidemment, c'est assez difficile de faire l'histoire disons, des années 50 à nos jours. Quelques lignes de force. C'est d'abord une terre qui va être, pendant une quarantaine d'années, des années 50 aux années 80-90, un des réservoirs de la démocratie chrétienne. Et en particulier d'un des hommes les plus forts, Giulio Andreotti, que vous connaissez tous, je pense, de nom, puisque c'est l'inoxydable, celui qui disait « Tous les malheurs de l'Italie, sauf peut-être les guerres puniques, c'est de ma faute. » Bien. Andreotti n'est pas sicilien, il est romain. Il n'est pas majoritaire dans la démocratie chrétienne, contrairement à ce qu'on croit, mais minoritaire. Mais une de ses bases et de son pouvoir, c'est la Sicile. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un destin lié de la Sicile à la démocratie chrétienne. L'autre grande force d'opposition, la force d'opposition, c'est le Parti communiste, qui, à la différence, italien bien sûr, qui, à la différence du Parti communiste français, est un parti ancré dans les villes, les petites villes et dans les campagnes. Alors aujourd'hui, il n'y a plus, enfin, je veux dire, voilà, c'est un communisme rural, alors qui est minoritaire, mais qui joue un rôle important, et en particulier, comme à travers la figure d'un député comme Pio La Torre, qui était député communiste d'Agrigente, à qui on doit la loi de 1982. Il a fallu qu'il meure, et avant lui, que meurt le général de la Chiesa. Donc, qui meurent tous les deux en 82, pour que là, il y ait une vraie rupture. La démocratie chrétienne comprend là qu'elle ne peut plus continuer sa politique, alors je ne vais pas dire pro-mafieuse, mais laissant faire la mafia. Alors, il n'y a pas que la mafia, mais laissant faire la mafia. Quand je dis la mafia, c'est pas, vous savez, nous on emploie des fois en français le mot mafia, il y a une mafia, là, non, là c'est la mafia, l'honorable société, qui est tout sauf honorable. J'espère quand même que je vais ressortir vivant ce soir. Bon. Et donc, il a fallu ces deux morts qui ont traumatisé l'Italie. Et d'abord les Siciliens. Et pour que naisse une loi qui va donner les moyens au célèbre juge Falcone, et j'aurais pu mettre son ami Borsellino, qui est palermitain, il va y avoir tout un phénomène où là, la mafia, à partir des années 80, ça va prendre du temps, je le raconte dans l'autre livre, mais il va y avoir là un vrai tournant. L'État, la puissance publique, va se mobiliser contre la mafia. Et en particulier ces juges, il va y avoir le fameux phénomène des repentis. On en parle beaucoup dans le droit français. Donc là, et en fait, l'Italie, c'est ça que moi j'ai essayé de montrer dans l'autre livre, alors ça c'est pas dans l'histoire de la Sicile, c'est que en fait, d'État faible, l'exemple même où c'était tout poreux entre l'État et la mafia, va devenir presque un État qui va servir, peut-être pas d'exemple, mais qui va être une référence pour les juristes actuels, pour les forces de police, pour combattre la mafia. En particulier pour combattre la dernière forme de la mafia, qu'est-ce qu'on appelle cette zone grise, dans laquelle, au fond, il y a du légal et de l'illégal. Je prends un exemple, je parlais avec un collègue de l'université de Palerme,
qui anime tout un groupe, qui est un juriste à la base. Il dit, là, on est en train de travailler sur un supermarché, on sait qu'il y a des infiltrations mafieuses. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme et on met 80 personnes au chômage? Alors en fait, il faut penser à des mécanismes. Ça passe sous direction de préfets, etc. Bon, moi, je n'ai pas le détail juridique. Et en réalité, ils essaient justement de combattre cette zone grise. C'est ça aujourd'hui plus la mafia, parce que la mafia, les attentats ont disparu. Mais il faut quand même comprendre qu'on est effrayé, nous, quand on a 2-3 morts en Corse. Je parle de lutte entre clans, hein, pas la violence actuelle à Grenoble, ce genre-là. C'est 300 morts hein, à Palerme en 82. Il y a un mort par jour. Alors, entre mafieux, des victimes dites collatérales, j'aime bien l'expression, vous vous promenez, vous êtes une petite fille qui jouait, il y en a comme ça, 3 qui jouaient pas au ballon, à la marelle, tac. Bon, la mafia, c'est tuer des enfants, des femmes, hein, ça, alors là, soyez pas du tout dans la légende, c'est pas le beau Al Pacino, hein. C'est pas ça la mafia. Hein. C'est des gars assez peu développés, hein, intellectuellement. Il y en a qui peuvent être doués, qui tuent femmes, enfants. C'est pas la spécialité, ils ont pas, mais voilà. Donc, et là, il y a un combat en même temps extrêmement fort de la part de l'État. Et il y a eu un vrai changement, je crois, d'une part des forces publiques, magistrats, policiers, qui ont payé cher, carabiniers, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de la société sicilienne. Moi, je peux prendre un tout petit exemple. Je faisais ma thèse, moi, en Sicile, donc j'ai mis du temps pour la faire. J'ai commencé à la fin des années 80, dans les années 90. Alors, on est un peu, mon épouse travaillait, moi j'ai été des fois seul, donc on se fait rarement la cuisine, les hommes à l'époque, on avait tort peut-être, donc on va au restaurant, on va souvent un peu au même restaurant, on a son rond de serviette, on finit par sympathiser avec le serveur. Alors je lui dis, c'est quoi cet impôt et tout? Je sens blocage complet. Aujourd'hui, vous avez plein de... Là où je vais aller loger à Palerme, vous avez Adio Pizzo, vous avez toute une chaîne de magasins, d'hôtels où ils disent on ne paie pas l'impôt. Alors l'impôt, c'est pas très important pour la mafia cet impôt, mais c'est une manière de dire je suis puissant. Comme exactement dans la féodalité, je paie quelque chose. Et ça sert aussi à payer les avocats, etc. Mais c'est pas là l'essentiel de la richesse. Hein, quand vous allez, je ne sais pas, au centre de la photographie, on va vous dire, on va voir Madame Stoppin, on va dire, Stoppin, est-ce que vous êtes vraiment bien assuré, là, tout ça, vous savez, c'est vite arrivé un accident. Bah, donnez-nous 500 € par mois. Pour Madame Stoppin, c'est rien. Hein. Donc, elle va donner ça et ça va être, vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi ces mécanismes-là. Hein, ah bah j'ai crevé les pneus de voiture, mais bah, je connais un bon garagiste. Voilà. Donc, c'est aussi ça, mais c'est évidemment, ça c'est une réalité qui fait rire, mais c'est aussi des morts, c'est aussi diffuser la drogue, c'est aussi... Et là, il y a eu un vrai combat. Alors, est-ce qu'elle est morte? Non. Mais en tous les cas, on ne peut plus dire du tout qu'on soit dans les années 80. Donc, là encore, le préjugé, une Sicile au-delà des préjugés, une Sicile complètement amorphe, où il y aurait une passivité, où ben, on se dirait, bah oui, c'est comme ça, on a eu les colonisateurs, on a dû toujours souffrir. Alors on entend encore ce discours, hein, voilà, au fond, on a toujours eu des colonisateurs, on a toujours été colonisés, mais on est resté nous-mêmes. Non, en fait, ils ont suivi des mouvements. Et une rue de Palerme aujourd'hui, même on en a presque un regret, elle ressemble à une rue de Madrid, elle ressemble à une rue de Rouen. On aimerait même d'ailleurs qu'elle ait peut-être un petit cachet d'authenticité plus forte, mais voilà, mais parce qu'il y a une modernité en particulier qui incarne la jeunesse. Et donc, on est dans quelque chose de moderne. Et là, la Sicile, on pourrait le dire aujourd'hui, elle fait pleinement partie de la civilisation actuelle. Alors, je termine par 2 photos. Le célèbre portrait de Renato Guttuso sur la Vucciria, qui est une déformation de boucherie. La boucherie, où on vend de la viande. Boucherie, prononcez-le très vite, ça peut venir Vucciria. Alors, pour reconnaître boucherie, c'est pas évident pour nous, hein. Mais c'est ça, alors qui a malheureusement disparu, elle. Là, peut-être ce marché extraordinaire au cœur de Palerme qui a disparu. C'est devenu des bars, vous voyez. Bon, pas trop, c'est pas... Et puis, je voulais quand même terminer parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur lui, sur Leonardo Sciascia, avec cette jolie phrase « Ce ne ricorderemo di questa pianeta ». Nous nous en souviendrons de cette planète. C'est sa tombe, sans croix, même s'il a eu un enterrement religieux. Et puis là, vous avez une statue de lui dans son petit village de Racalmuto, parce que bah, c'est important de lire Sciascia pour connaître la Sicile, mais peut-être aussi
de lire des historiens, mais ce n'est pas là au-delà de toute blague, parce que c'est une image extrêmement intéressante, mais en partie aussi déformée. Il faut savoir, et peut-être que justement avec Sapienza et Goliardas, c'est élargir au fond. Ce n'est pas une écrivaine régionaliste, absolument. Si vous avez les citations, je le répète, dans cette très belle exposition sont choisies, on voit bien qu'on touche à l'universel. Et au fond, être en Sicile, c'est toucher à un particulier, mais un particulier qui nous renvoie à notre universel. Je vous remercie. Merci.